Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors là, de ces dernières semaines, avec particulièrement le voyage en Bourgogne, alors, petit débrief, j'ai pas trop le temps, j'ai plein de choses à faire, donc je vais aller assez vite. Alors, qu'est-ce qu'on a bu en Bourgogne? D'abord, sur les millésimes, là-bas, on a bu 2020 en cave ou en bouteille 2020, 2021, 2022. Alors c'est assez drôle parce que c'est 3 millésimes assez différents. C'était assez facile finalement d'identifier où on était. Alors, 2020, on n'a pas bu tant que ça, on a bu un peu au resto et puis moi j'en ai bu en rentrant. 2020, c'est comme partout ailleurs en Bourgogne, des vins impressionnants. Voilà, des vins qui envoient beaucoup de puissance et certains sont laissés, à mon avis, un peu débordés par l'opulence et l'extrémité de ce millésime. Au resto, on a bu quelques 2020. Même s'il faut les attendre, on est quand même dans du brut, dans du sauvage. Pour des Bourgognes, pas toujours ce qu'on attend. Voilà, donc à mon avis 2020, fallait quand même un peu choisir ses vignerons. Tout le monde, je dirais, n'a pas forcément soit les terroirs, soit n'a pas forcément bien, je dirais, domestiqué ce millésime énorme, voilà, de puissance, de tout ce qu'on veut. Ensuite, on a bu donc les 21, enfin on a goûté des 21 chez les vignerons. Alors, ils étaient pour la plupart soutirés, en cuve, soit juste mis en bouteille, soit prêts à mettre en bouteille, chez quasiment tous les vignerons. Alors, les grands crus, certains étaient encore en fût, mais c'était vraiment, je dirais, l'exception. Et de toute façon, ils ne tarderaient pas à être soutirés, remontés en cuve avant d'être mis probablement en bouteille en mars, quelque chose dans ce goût-là. Alors, 21, le fameux millésime qui semblait être pourri, si je peux faire simple, hein, rappel du gel, beaucoup de gel, et il a plu à peu près tout l'été, et voilà, donc millésime en plus tardif, vendange fin septembre, début octobre, ce qui sur ces derniers millésimes est une exception chez la plupart des vignerons. Ma foi, quand on goûte, déjà on avait été plutôt agréablement surpris chez les vignerons chez lesquels on va. L'année dernière, quand ils étaient tout juste mis en fût et où même les vignerons étaient finalement même eux-mêmes surpris. Qu'est-ce que ça donne là aujourd'hui? Finalement, c'est plutôt pas si mal. Je dirais un millésime classique au sens, au sens journalistique du terme, c'est-à-dire que c'est pas un grand millésime. Et effectivement, par contre, ce qui est très agréable, je vais vous dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce millésime 21, c'est que finalement, il y a quand même un peu de matière, qu'il y en a suffisamment pour enrober ces acidités assez traçantes, mordantes quand même chez certains ou sur certains terroirs, des terroirs souples, très 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 fins. Oui, ça manque quand même d'un poil d'épaule pour enrober cette acidité très mordante. Mais globalement, c'est plutôt pas si mal. Donc, je dirais millésime classique. C'est un peu un 2017 avec un petit peu plus de matière et d'épaule pour enrober ça. Donc, un peu plus de fond, en fait. Surtout ça. Un peu plus de fond que 2017. Donc, on garde ce côté très friand. Pas très. On garde un côté assez friand, grosse fraîcheur et suffisamment de matière pour l'enrober, donc pour pas que ça devienne agressif, vif. Je dirais, sur les beaux terroirs et ceux qui ont bien travaillé. Voilà, un peu plus de matière et de fond que sur 2017. C'est comme ça, moi, aujourd'hui, que j'ai la lecture de ce millésime. Et moi, ce que j'ai trouvé très agréable, très joli sur ce millésime 2021, c'est la lisibilité des terroirs. On a retrouvé avec ce millésime 2021, chez beaucoup de vignerons, même là, je dirais à quelques semaines de la mise en bouteille ou tout juste mis en bouteille, les différences d'un cru à l'autre. Ce qui était beaucoup moins le cas sur ces millésimes 18, 19, 20, c'était des millésimes évidemment chauds, mûrs, etc., dans lesquels la lisibilité des terroirs est moins forte. Les vins se ressemblent beaucoup plus. Là, tout d'un coup, là, j'ai le souvenir chez Thibaut Moret-Coffinet, son cailleraie ressemblait à un cailleraie. Il y avait des notes de craie très très poussées qui n'étaient beaucoup moins fortes
sur son remis, qui était beaucoup plus rond, voilà, où on sentait moins la fraîcheur du millésime, que sur sa romanée, qui était très aérienne, très délicate, voilà, comme elle l'est souvent. Et ça, bon, je parle de Thibaut, mais je l'ai eu chez beaucoup d'autres vignerons, où tout d'un coup, chez Thibaut, chez Jean-François Germain, au domaine Henri Germain, chez Jean-François, pareil, on avait son Perrière, tout d'un coup, évidemment, il prend tout de suite, une puissance, une concentration, une densité, voilà, qu'on ne retrouvait pas, alors un tout petit peu dans les Charmes, mais dans tous ces autres crus, beaucoup moins. Donc voilà, en cela, c'était très agréable. Et puis 2022. Alors 2022, bah très beau millésime, tout le monde est content, très beau parce que très beau raisin rentré. Et puis alors de la quantité, alors pas non plus voilà, un millésime surproductif, mais en tout cas une quantité dite normale entre guillemets. Alors faut pas oublier 2021 chez certains vignerons, on est à 40% de volume seulement. Ce qui se ressent d'ailleurs dans les prix, je vous le dis tout de suite. Les prix ont à peu près pris aussi, on va dire, entre 10 à 40% effectivement, ce qui fait quand même très mal. Voilà. Sur 2022, donc on a quantité à peu près normale, et puis très beau millet, très beau raisin, très beau. Alors ce qu'on a goûté, c'était sur fût, ça venait d'être entonné, hein. Malo pour certains terminés, ce qui est, voilà, c'était assez surprenant. Et puis d'autres Malo en cours, voire Malo pas commencé, mais c'était assez rare, hein, globalement. C'était plutôt bien avancé. Et puis, bah, très beau. Voilà, ça, il n'y a pas à dire. Alors, on est plutôt... Là, je parle, moi, petit amateur, voilà, qui goûte un peu et qui se trompe beaucoup. Mais oui, on est sur un millésime chaud, mûr. Alors, on n'est pas à 2020, tant mieux. On a des puissances alcooliques qui sont, je dirais, plus classiques. Et une puissance plus classique en général. 2019... Ah, peut-être pas le fond d'un 2019, en tout cas c'est pas ce que j'ai ressenti. Moi je serais plus sur un 18, mais quoique chez certains vignerons, alors je n'ai pas goûté chez tous les vignerons les fûts de 19, mais chez certains c'est vrai qu'on pouvait quand même se dire, ah ouais quand même il y a quelque chose aussi de ce magnifique millésime qu'est 2019. 18 peut-être, 15 peut-être. Voilà, on n'est plus sur ces millésimes chauds, mûrs, mais pas non plus, bien que c'était la canicule en 2022, hein, on est bien passé pour le savoir, pas non plus les millésimes caniculaires, enfin j'ai pas retrouvé 2009 ou 2003 surtout, le millésime canicule le plus connu, pas du tout, pas de fruits cuits, au contraire, on avait des fruits plutôt frais en Bourgogne, hein, on était plutôt framboise groseille très classique que cassis mûr, voilà. Pas de notes alcooleuses non plus, de la puissance certes, mais pas 2020 non plus. Voilà, donc bah, on verra probablement dans un an maintenant, où les vins auront fait leur petite année d'élevage, de quoi on se rapproche le plus. En tout cas, c'est sûr, encore un très beau millésime en Bourgogne. Voilà, ensuite, bah bon, plein de magnifiques dîners, je vais pas tout commenter, je vais pas écrire, j'ai pas le temps de tout écrire, donc on a fait de superbes dégustations, que ce soit chez les vignerons ou au gîte. Je citerai quand même une dégustation chez un vigneron de nos amis du côté de Meursault, qui nous a fait, je dirais, l'honneur, et je leur remercie 1000 fois de nous faire une petite dégustation pour fêter nos 15 ans, oui c'est ça, même plus que ça, 17 ans je crois, ou 18 ans de visite chez lui. Attendez, je ne dis pas de bêtises, 2004, donc... ah non, ouais, 19 ans de visite chez lui. Et qui nous a ouvert de très très belles bouteilles, dont moi j'en ai retenu deux vraiment, dont je voulais vous parler. La première, c'est un grand échezeau du domaine Montgeard-Migneray 2017, que moi j'ai trouvé absolument magnifique, que j'ai adoré. Alors à côté, globalement, on avait quand même une Ambrose de Groffier, on avait un Vaucrin de chez Pascal Chicoteau, qui était très très bon, Pascal, ton Vaucrin. Mais, entre autres, dans les très bons vins qu'on ait bu, mais ces grands échezeaux de Montgeard-Migneray, moi je les ai trouvés absolument magnifiques, surtout en bouche, une texture veloutée absolument incroyable. Et surtout pour un 2017, c'est un 2017, il y avait quand même un peu de fond, ce qui est souvent le problème de ce millésime 2017.
Même si là, on avait encore un élevage moka, mais que moi j'adore, qui était encore un peu marqué. Moi, je l'ai trouvé très classe, et moi j'adore ça. Je trouve que ça donne un côté un peu friand quand c'est bien fait, quand c'est pas écrasant, ce qui était le cas là. Voilà, très beau Mongeard Mignoret, Grand Échezeau 2017. Et puis, il nous a sorti un Chambertin qu'il a pu vinifier et qui était aussi cette fois très beau, Chambertin 2020, et qui là n'était pas trop écrasé de cette puissance alcoolique qu'on trouve dans les 2020. Donc très beau Chambertin, très long, très profond. Voilà, c'est très beau vin. Merci à lui de nous avoir ouvert ces bouteilles. Ensuite, dans les différents dîners au gîte, alors, dîner au resto, par exemple le soufflot, etc. Je dois dire, un domaine dont on parle beaucoup, le domaine Marc Roy. On a bu le Gevrey Chambertin Clos Prieur 2019. Bon. C'est bon. Voilà. Maintenant, moi, j'ai trouvé un peu brut de fonderie personnellement. Alors, il est tout jeune, c'est 2019. Enfin, j'ai bu beaucoup de 2019. Un petit peu marqué quand même, voilà. Bon, un peu marqué puissance, alcool, voilà. Alors, est-ce que c'était le contexte ou pas? Bon, voilà, j'ai pas été très emballé, alors que je lis beaucoup de bien sur ce domaine, donc j'ai hâte d'en reboire d'autres dans un contexte peut-être un petit peu plus favorable. Ensuite, dans les dîners, je vais faire tout confondu. Dans les Alsaces, je vais faire par région, tiens. Donc, 2 gros dîners, à peu près quarantaine de bouteilles ouvertes. Dans les dîners, dans les Alsaces, 3 Alsaces vraiment qui méritent d'être notées. Un Sommerberg de Boxler 2010, qui était tordu, droit comme tout, presque acéré, vif. Voilà, j'étais très surpris. Je n'ai pas du tout reconnu Sommerberg de Boxler. Mais Nicolas, comme d'habitude, bien sûr, oui. Un Brand vieille vigne de Zintombrecht 2012, que moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce vin très réussi, très beau Riesling. Mais, sur le week-end, le Riesling qui a dominé les débats, et alors, on était tous en aveugle, on était une dizaine au repas. Donc c'est pas enfin je veux dire voilà, c'est pas du favoritisme ou du je ne sais quoi. C'est le Verschisberg, le Riesling Verschisberg Hortel Jeune Vigne 2017 de l'ami Michel, donc du domaine Paul Guinglinger, qui a mis à peu près tout le monde d'accord. Un tout petit cran au-dessus du Sommerberg de Boxler et du Brand vieille vigne, alors qu'il est plus jeune. Mais quelle complexité, finesse à ce vin. Voilà, très beau. Ensuite, dans la série des Bourgognes, je regarde, oui, c'est ça. Alors, on en a évidemment ouvert beaucoup. Bon, grosse déception avec un Chambertin de Rossignol, Trapet, Bouchonné, ça fait toujours un peu mal. Et puis, par contre, un Latricière Chambertin, Rossignol, Trapet, 99, absolument superbe, surtout pour 99, qui est pas forcément, qui peut être un peu austère droit. Enfin, austère, là, c'est sûr que c'était droit, sérieux, mais ça n'était pas austère. Donc, très beau vin. J'ai adoré, moi, le Clos Saint-Jacques de Sylvie Esmonin 2001, millésime que d'habitude, je suis pas un grand fan de 2001 en Bourgogne. Là, je dois dire que c'était un très joli vin. Ensuite, en blanc, 2 superbes Perrières et Clos des Perrières parce que je vais dire du domaine de l'Arlot. Pas du tout. De Griveau, voilà, du domaine Griveau. Particulièrement le Clos des Perrières 2002 était absolument magnifique. Et le Perrières 2010 était très beau. Ensuite, de nos amis les Bordeaux, on a bu beaucoup de Bordeaux cette année, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup de très jolis vins, globalement. Je pense à Giscourt 2001, qui est un très joli vin. J'étais plutôt pareil, agréablement surprise, que 2001 pas un millésime que j'apprécie particulièrement. L'Ascombe de 2004 aussi, qui était un très joli vin, sur un millésime pas facile. Alors l'Ascombe, tout en rondeur, assez sexy, mais voilà, vraiment joli. Mais pour moi, en tout cas, les vins qui ont un peu
dominé à Bordeaux, c'est Lagune 96, comme d'habitude, Lagune 96, toujours très bon. Voilà, on n'était pas du tout à Lagune, on était beaucoup plus haut que ça quand on a prévu. Et puis une bouteille que j'ai apportée moi, alors évidemment il y a aussi ce petit coup de cœur, mais enfin tout le monde était assez d'accord, Lagune 82, c'est la dernière qui me restait. Et donc pour les 40 ans du millésime, j'avais apporté ça. Et ma foi, alors c'était un vin qui avait été assez encensé par Parker à l'époque, ce qui a d'ailleurs projeté Lagune, le château de la Lagune je dirais, dans l'espace médiatique des excellents vins. Et ce Lagune 82 était absolument superbe, vraiment très très beau vin, à qui j'ai mis 18. Voilà. Et un très beau Lascaz 2001, même si personne l'a identifié, parce que assez puissant à nouveau, pas millésime forcément facile, frais. Là, on est presque, et d'ailleurs avec une finale presque un peu alcoolique sur ce Lascaz 2001, enfin une puissance alcoolique, ce qui sur 2001 est assez surprenant, mais très beau vin, voilà, assez sexy, alors que Lascaz est d'habitude très élégant, très classe. Là, on était plutôt dans le côté sexy gourmand, mais très réussi, voilà, quand même de très belle profondeur. On est à Lascaz quand même. Et puis peut-être le vin que je connais moins et qui m'a vraiment scotché. Merci Arnaud, c'est une Barbarine de Gangloff 2010, seul vin du Rhône que j'ai noté voilà, dans ce qu'on ait bu, et qui, je dois dire, est quand même un très beau vin que cette Barbarine Gangloff 2010. Ouais, on est au très haut niveau des vins du Rhône, mais global, quoi. Voilà pour ce petit tour, c'était un peu long, puis j'ai pas d'image en plus pour illustrer, donc voilà. Et puis ce week-end, qu'est-ce qu'on a bu? Allez, très vite pour finir. Oh oui, un Puech Noble de Rostin 2019 en rouge. Bon, que vous dire, à part que Rostin, j'adore, j'aime beaucoup, que ce coteau du Languedoc, Puech Noble rouge, très marqué Syrah, est juste délicieux, cassis, note de poivre, un petit peu d'épices, belle bouche, joli tanin, c'est fin, tout en étant dense. Voilà, il y a suffisamment de fraîcheur pour tenir le vin tout du long. Belle finale, fraîche, bien enrobée de ses tanins, très bien dessinés et soyeux. Que dire, si ce n'est que c'est très bon. Pas un vin d'une grande complexité, mais c'est très bon. Ensuite, hop, dans la série, un Chambol Musigny du domaine Amiot-Cervelle. Ah, j'ai été voir Amiot-Cervelle, pour ceux qui connaissent. Le nouveau, enfin tous les travaux qu'ils ont fait sur leur nouveau, alors chez domaine, est absolument incroyable, sur 4 étages, c'est un truc de fou. Ben voilà, c'est très beau. Et puis ça leur donne, pour le coup, avant ils avaient la cave d'un côté, la cuverie de l'autre. Enfin bon, c'était un peu pas simple. Là, ils ont un magnifique espace de travail, Prune et toute la famille. Voilà. Donc bon, alors j'ai bu donc ce Chambol Musigny 2019 que j'avais pas pu récupérer l'année dernière, que j'ai récupéré cette année. Alors, que dire? Si ce n'est que c'est un 2019, que là, pour le coup, ça y est, il faut vraiment les attendre maintenant. Et c'est très beau, mais par contre, alors, ce qui m'a surpris, on a un nez plutôt plus fruit noir que fruits rouges, hein, habituellement, framboise, groseille. Là, on est quand même un peu plus fruit noir, même si après, il arrive les notes de fruits rouges. C'est assez sérieux, belle note réglissée. Ensuite, on a une pointe très surprenante, florale, typée plutôt aubépine, voire amande, sur un fond noyau, et puis ensuite un boisé fumé assez casse. Alors l'ouverture, je pensais que c'était un peu de réduction grillée, fumée, et puis en fait, vu que ça dure et que 24 heures après, on l'a toujours, je pense que c'est un boisé, ça passe de gruyère un peu plus fumé. Voilà, mais qui est très classe, très élégant, qui domine pas du tout, mais qui est là, qui est un peu marqué. C'est normal, le vin est tout jeune. Hein. Ensuite, belle bouche droite, sérieuse. Voilà, on n'est pas dans le Chambol Musigny, tout en délicatesse, en fraîcheur et voilà. Non, là, on est belle densité. Voilà, c'est profond, c'est structuré, joli tanin soyeux, pas austère du tout, hein, mais bien droit. Finale puissante. Voilà, on sent qu'il y a de la force dans ce vin. Donc, à attendre, très beau. Et puis, hop, rapidement pour finir. Dans la série de ce que j'ai rapporté, j'ai rapporté ça, puis ce midi, ça s'y prêtait. Donc, j'ai ouvert un Pommard 2020 du domaine Rebourgeon Mur. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, je voulais vérifier, parce que je vous ai dit, les 2020, attention, un peu partout. Enfin, tout le monde n'a pas forcément réussi à domestiquer la puissance du millésime. Et là, je suis très content, parce que ce Pommard de chez David,
ma foi. Alors, certes, on est quand même un peu plus fruit noir au nez, mais ça n'envoie pas non plus, enfin, ce n'est pas non, enfin, il y a quand même une jolie complexité, on a quand même un peu de finesse, avec des notes assez florales à nouveau, hein, d'amande, d'aubépine, une petite pointe donc assez florale, donc fruit noir au départ, puis assez floral, sur un fond, on a une note de sureau aussi, sur un fond plutôt noyau, pas trop d'élevage, hein, moi enfin j'en ai pas là au nez en tout cas, voilà, et surtout, on a une très jolie bouche. Alors, on a la puissance du millésime d'un côté, la puissance de pommard de l'autre, mais, pas de note d'alcool ressenti. C'est extrêmement fin. Les tanins sont soyeux, c'est très fin, c'est très délié, d'accord? On n'est pas du tout dans le vin brut, ce qu'on peut un peu trouver, un peu brut de fonderie sur ces 2020. Là, pas du tout, c'est assez délié en bouche. Hein, la matière est bien là. Il y a quand même assez je dirais, de fraîcheur pour ne pas faire un vin mou du tout, ni cuit, ni mou, ni voilà. Alors certes, c'est puissant, on le sent, mais l'alcool se sent pas, même bien qu'on sent qu'il y a une puissance alcoolique, mais ça ne se sent pas l'alcool. Je pense qu'il doit bien aller taper ses 13,5, voire 14, à moins que si vous voulez mon avis. Ouais, 13,5, voilà, donc ça veut dire 13,5 minimum. Vous verrez quand même 13,5 et 14, mais ça ne se sent pas. Par contre, on sent qu'il y a de la puissance. Et surtout, très belle finale, parce que justement, bon, c'est puissant, mais on est un pommard, on n'est pas surpris. Pour autant, on garde justement ce côté de fruits, très marqué de fruits plutôt noirs en l'occurrence, mûrs, voire myrtilles par moment. Les notes de sureau, les notes de réglisse, et surtout les notes florales, aubépine, un peu amande, un peu églantine, enfin voilà. Ces notes-là qui allègent, qui donnent une très belle élégance sur ce fond noyau. Bref. Écoutez, moi je suis content de ce 2020, de ce pommard 2020. J'espère qu'ils seront tous comme ça. Et de toute façon, les 2020, je vais en goûter quelques-uns parce que j'en ai rapporté pas mal. Et puis j'aime bien les goûter tout de suite en bouteille. Mais ce sont surtout des vins à garder, bien évidemment. Et moi, c'est parmi les derniers millésimes où j'ai prévu de les garder 20 ans. Parce que bon, vous savez, j'ai plus beaucoup de cheveux, ma barbe est grise. Et donc, acheter des vins qui vont se garder 20 ou 30 ans dans les années qui viennent n'aura pas grand sens, en tout cas en ce qui me concerne. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!